Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est les héritiers de l'Atlantide. C'est parti. La nuit était tombée sur l'océan avec une lenteur lourde, pareille à un manteau de cendres. Les flots, jadis familiers, n'étaient plus qu'une étendue insondable, hérissée de brume, où les étoiles filaient sans repère. Sur des radeaux de bois poli, ballottés par des vagues orphelines de terre, des silhouettes veillaient dans le silence. Ils étaient peu nombreux, une poignée d'hommes et de femmes à la peau ambrée, vêtus de tissus drapés aux couleurs fanées par le sel et le vent. Des enfants dormaient en boule contre eux, entourés de talismans de cuivre et de coquillages, veillant de leurs rêves. La terre d'Atlante n'était plus, engloutie dans un spasme de vagues noires et d'éclairs. L'île avait disparu dans le chaos, les cités blanches et les jardins suspendus, avalés par l'abîme en une nuit sans aube. Ceux qui s'étaient échappés portaient la mémoire de ce monde perdu, non sur des tablettes ou des rouleaux. Ceux-ci avaient coulé avec les palais et les fresques. Mais, désormais, dans le tressage plus fragile mais plus vivant de leurs souvenirs, de leurs contes transmis à la lueur de feux précaires, dans la rumeur murmurée des prières pour les disparus. Parmi eux, Acha serrait contre elle une petite boîte de pierre gravée de spirales. Sous ses doigts frémissaient les secrets millénaires des prêtres astronomes. À la proue du radeau, Eno, le sculpteur d'obélisques, lisait le ciel, cherchant dans l'écheveau des constellations troubler les indices d'un futur possible. Il lui semblait que les étoiles elles-mêmes chancelaient sous le choc du cataclysme. Là où jadis brillait la couronne atlante. Cet arc d'astres alignés qui surplombait leur île ne restait plus qu'un vide, une blessure sombre dans la voûte céleste, comme un portail par où s'échappait la mémoire du monde. Ils glissèrent ainsi, nuit après nuit, inventant de nouvelles prières. Les enfants, persuadés que la mer finirait par expirer et recracher leur temple, enfouissaient chaque soir sous leurs paumes de minuscules pierres taillées, porte-bonheur d'ivoire, copeaux de l'ancienne cité. Lentement, la faim s'invita sur les radeaux, spectrale et insidieuse. L'eau douce était rationnée, le soleil tapait fort, puis c'était la pluie et le froid. Pourtant, la peur du néant, de la dissolution totale, était surpassée par une autre certitude. Celle d'être porteur d'un fragment de ce qui fut, semence dérivant sur le vaste monde, promise à une résurgence. Un matin, Eno se pencha au-dessus des vagues, scrutant l'horizon. Le vent portait avec lui une odeur nouvelle, écrasante d'humus et de sève, la promesse d'une terre ferme. Ils étaient tous debout, exsangues mais unis, lorsque la première langue de sable mordit leur coque. S'effondrant sur la plage, ils sentirent la grondante respiration de la terre sous leurs paumes, la promesse muette d'un recommencement. Aussitôt, les plus anciens dessinèrent des cercles dans la poussière, chantèrent à voix basse des litanies pour conjurer l'oubli. La mémoire d'Atlantide, pensait-il, ne devait pas s'endormir sous ces continents étrangers. Leur pérégrination n'était pas terminée. À peine le sable sous leurs pieds, le groupe se scinda selon les signes lus dans les étoiles et les songes. Quelques-uns partirent vers le levant, d'autres vers l'ouest, d'autres encore longèrent d'interminables fleuves, s'enfonçant dans des contrées de forêts drues, de montagnes blêmes ou de grands déserts cuivrés. Partout, ils dispersaient les éclats discrets de leur science oubliée. Des pierres gravées où dansaient les symboles de leur écriture, des techniques de roseaux tressés, des secrets pour bâtir en pierre et en arc, pour canaliser l'eau, pour lire dans la course des planètes l'approche de la crue, du vent, de la grande saison. Ils ne portaient pas l'espoir de reconstituer un empire, mais l'exigence d'insuffler assez de mémoire pour que le feu de leur passé hante la flamme des temps neufs. Dans l'immense vallée d'un fleuve, plus tard connue des hommes comme Nil, une famille atlante s'arrêta. Elle trouva des pêcheurs et des éleveurs, dont la vie oscillait au rythme incertain des crues. Autour d'eux, la terre exhalait une fertilité ancienne et sauvage. Les nouveaux venus enseignèrent patiemment le secret des barrages, l'art d'orienter les champs vers les crues favorables.
Ils sculptèrent dans le limon de grandes formes animales, rappel de leurs anciennes divinités marines changées en totems terriens. Des villages de roseaux s'étendirent, troussant les premiers balbutiements d'une civilisation fermement enracinée sur la rive des eaux tourbillonnantes. Les anciens d'Atlantide chuchotaient l'histoire de leur île disparue en la mutant, un continent enfant des dieux, englouti à cause de l'oubli des lois divines. La mémoire devint mythe, puis rite, puis signature gravée sur le linteau des premiers temples. Sans le savoir, les hommes du Nil devinrent les premiers porteurs d'une sagesse venue d'avant les airs. Sur un autre continent, plus lointain, une fratrie atlante échoua au pied de montagnes hautes, là où la brume nage entre les sommets comme une mer ralentie. Ils y rencontrèrent d'autres hommes, mangeurs de tubercules et sculpteurs de pierre, qui élevaient de vastes terrasses dans la pente, ignorant pourquoi ils le faisaient. Les enfants du déluge leur montrèrent comment tailler la roche pour qu'elle s'emboîte sans mortier et que les murs défient les séismes. Pour apaiser la mémoire de la montagne et de la mer dévorante, ils enseignèrent aussi des chants aux harmoniques secrètes, capables de faire vibrer l'air d'une manière que, des siècles plus tard, on croirait magique. La tradition de l'ancien peuple se glissa dans les frises des temples andins, coula dans la construction des pyramides aux angles impossibles, se cacha dans l'arôme des feuilles mâchées par les prêtres soleil. Plus à l'est, là où le delta du Tigre et de l'Euphrate gardait les traces boueuses de 1000 inondations, un petit groupe d'initiés apporta la science du calcul, du cycle des étoiles, de la construction de tours pour échapper à la colère des dieux. Là, ils érigèrent les premiers ziggourats, montagnes de briques, reflets infidèles de leurs temples originels. Ils gravaient leur histoire dans la cendre fraîche, puis sur la tablette d'argile. Mais chaque génération ajoutait une brume nouvelle, si bien que sous la mémoire naissante des Sumériens, l'histoire d'Atlantide était déjà enfouie, dissimulée, déformée. Ils gardaient pourtant une forme ancienne de respect pour la mer, la nommant mère de toutes les origines, la craignant et la vénérant dans des incantations qui parfois, selon l'intensité de la tempête, faisaient ressurgir le nom oublié de l'île perdue, ainsi chuchoté dans la nuit. À l'autre bout du monde, taraudés par le sel et le vent fou, les navigateurs atlantes abordèrent sur une péninsule verdoyante. Là, ils trouvèrent un peuple farouche, au regard de faucons, qui élevait sur les collines des cercles de pierres brisées. On retrouva sur ces terres la science des cycles célestes et des équinoxes, la manière d'aligner des monolithes pour capter l'ombre des solstices et lire dans l'ombre la promesse du retour d'un âge d'or. À leur suite, la notion d'harmonie entre l'ordre du ciel et la dissidence de la terre s'imposa, semence lente devenue récolte fertile sous le climat changeant, égrenant le mythe de la submersion et des survivants initiés à chaque nouvelle veillée. Les enfants du déluge, qu'on croyait disparus dans la giration infinie des siècles, laissèrent leurs traces dans tout ce que l'humanité vénéra, tout ce qu'elle érigea pour contenir l'oubli et dompter la peur. En Inde, ils furent assimilés à des sages mythiques venus de l'Ouest, dispensateurs du feu, des mathématiques et du secret du verbe sacré. Dans les forêts d'Asie, ils semèrent l'art délicat de la soie, le jeu des miroirs d'eau et des jardins célestes, rappelant la structure parfaite des bassins atlantes où l'eau reflétait le soleil coupé de sphinx ailés. Les millénaires passaient, et sous la patine de la mémoire déformée, les éclats atlantes vivaient encore, bien que méconnaissables. La silhouette d'une pyramide fantomatique, la brillance d'un bronze inaltéré, la concordance accidentelle d'un temple dressé vers l'étoile du Nord. On ne se rappelait plus les noms d'Acha, de Nahor, de Myria, d'Éhéno, mais dans les gestes d'un prêtre traçant la course des constellations, dans la main d'un charpentier ajustant une architrave à la perfection, dans les premiers mots gravés à jamais sur la pierre, la mémoire brillait, résistant à la nuit. Le voyage des survivants n'est jamais devenu une légende unique. Sur chaque rive, chacune de leurs histoires se mêlait à la langue du pays d'accueil, épousait les archétypes du peuple qu'ils rencontraient. Les Atlantes devenaient alors esprits, demi-dieux, instructeurs ou parfois adversaires, mêlés au panthéon local. Certains se souvenaient d'une lumière éteinte soudainement, d'un jardin parfait incendié par la colère des dieux, tandis que d'autres se souvenaient d'un déluge immense, d'une mer dévorant les terres. Mais tous, qu'importent les siècles, gardaient un sentiment enfoui,
qu'un âge d'or avait précédé l'âge du fer, et que ce rêve d'ordre et d'harmonie palpitait toujours dans le sang des hommes. Souvent, ceux qui rêvent la nuit, bercés par le chant de l'eau ou le glissement de la lune, croient entendre au loin la promesse du retour de l'île perdue. Ils sentent sous leur peau la peine ancienne d'un exode, la nostalgie d'une cité où la mémoire n'était pas fragmentée, où le savoir et la beauté marchaient main dans la main. La lueur de l'aube peinait encore à s'étendre sur les cimes de cristal d'Atlantis lorsque, dans le sanctuaire du firmament, 9 ombres progressaient à pas feutrés. La cité dormait, naufragée dans un silence inquiet, et seuls les hurlements lointains du vent, chargés de sel et de prophéties, faisaient vibrer de fugaces résonances l'air glacial du matin. Les grandes maisons avaient élu leurs défenseurs, 9 âmes venues de terre et d'origines diverses, assemblées en ce lieu pour accomplir un acte dont l'écho dépasserait les siècles et les mémoires. Ils marchaient au milieu des colonnes de pierre claire, encadrées de frises qui retraçaient la geste atlante depuis les temps anciens. Les mosaïques au sol figuraient des spirales, figures étranges qui semblaient palpiter sous leurs pieds, irradiant une chaleur douce et un étrange sentiment de sécurité. À chaque pas, ils se rappelaient la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Transmettre l'essence même de leur civilisation, sauver tout ce qui pouvait encore l'être aux confins de la chute. Le sanctuaire n'était qu'un vestibule où la lumière de l'aube, filtrée par une coupole d'onyx, projetait ses derniers feux sur un autel de granit sombre. Sur ce socle était posée une dalle d'or, vierge, attendait d'être gravée par les mains de ceux qui étaient décidés à ne pas laisser sombrer la mémoire dans l'oubli. Autour de l'autel, les 9 se regardaient en silence. Leurs visages portaient les marques de l'épreuve, rides précoces creusées par l'anxiété, regards voilés, cernes qui racontaient les nuits blanches passées à rêver ou craindre l'avenir. La première à se détacher fut Adara, la matrone d'Hélios, robe chatoyante et brassin de bracelets de cuivre couleur du soleil couchant. Elle portait dans ses yeux les reflets d'un savoir ancien, tracé d'étincelles d'ambre que personne n'osait soutenir trop longuement. Sa voix, toutefois, trembla à peine lorsqu'elle prononça ce qui deviendrait la première phrase du serment, et la pierre sembla vibrer, attentive, attendant la suite. Pour la lumière authentique, offerte à l'aube du monde, je jure de préserver la géométrie sacrée. Que la danse du carré, du cercle et du triangle ne s'efface jamais de la mémoire des humains. Assis à côté d'elle, Kael, descendant de la maison de lune, posa sa paume sur la dalle, comme pour recueillir l'écho du serment. Sa main tremblait, mais sa voix était ferme, car la science des sphères, la cartographie du ciel et le chant des astres nous ont appris à lire le destin. Je jure que jamais les hommes n'oublieront les chemins tracés dans les terres, ni la balance des saisons célestes. Tour à tour, chaque gardien fit son offrande verbale au destin, faisant converger le passé et l'avenir sur cette feuille d'or encore intacte. La jeune Lys, de la maison des fontaines, jura sur la maîtrise de l'énergie vitale, promettant que serait sauvegardé le secret du souffle, de la circulation subtile reliant la chair à la lumière, jusqu'à ce que la terre soit prête à respirer à nouveau en harmonie. Ainsi, l'un après l'autre, les 9 inscrivirent par la parole le pacte impérissable qui devait lier les générations. Puis, lorsque la formule sacrée fut close, vint le temps du geste. L'un des survivants, le vieil Olène de la maison des phares, tira de ses manches une tige d'or finement ciselée. À son extrémité brillait une étincelle d'un bleu intense, artefact où la science et la magie atlante s'entremêlaient. Il effleura la surface de la dalle, et, comme mu par une volonté propre, les particules incandescentes s'ordonnèrent en ligne, les mots sacrés burinant la douceur du métal de leur sillage lumineux. Le travail dura des heures. Les flammes du stylus nimbèrent la salle d'une lueur étrange, capturant les ombres sur les murs comme autant de spectres veillant à la solennité de l'instant. Aucun des 9 ne bougeait, aussi immobile que le serment qu'ils gravaient, les mains suspendues, le souffle court, attendant que la dalle soit complète. Puis, dans la brume du matin, s'acheva le dernier caractère. Un profond silence s'abattit alors. L'or fumait encore, exhalant dans l'air une odeur âcre et douce à la fois, promesse de pérennité. Ils contemplèrent ensemble l'œuvre achevée.
Les mots dansaient au gré de la lumière, comme s'ils voulaient déjà gagner la mémoire des siècles. L'espoir se lisait sur leurs traits, mêlé pourtant à la tristesse infinie de ceux qui savent qu'au-delà de ce geste, ils ne pourraient plus rien pour leur monde. Car la chute était proche, aussi irréversible qu'une étoile filante glissant dans l'abîme du firmament. Mais ce serment, cette promesse incarnée dans l'or, survivrait peut-être à tout. Durant quelques battements de cœur, les survivants se laissèrent envahir par le silence, chacun plongé dans l'intimité de ses souvenirs et de ses craintes. Certains repensaient à leur famille, d'autres à des maîtres disparus, d'autres encore à la masse indistincte du peuple atlante, chassé par l'eau, le feu, la fureur des éléments et la montée inexorable de l'oubli. Ensemble, pourtant, ils formaient de nouveau un cercle, reproduisant dans l'espace même la géométrie sacrée qu'ils venaient de jurer de protéger. Olène, d'un geste solennel, présenta la dalle à l'assemblée. Chacun y posa tour à tour les doigts. La chaleur du métal, à peine refroidie, transmettant dans leur chair quelque chose d'indescriptible, à mi-chemin entre brûlure et apaisement. Une frêle lueur parcourut alors la pièce, signe qu'un lien venait d'être tissé. Un pacte, véritable, invisible et solide, reliant à jamais ces neufs et ceux qui un jour devraient les retrouver. Ils quittèrent le sanctuaire sur la pointe des pieds, troublés par le pressentiment d'une dissolution imminente. Seule une étoile, visible à travers la coupole d'onyx, semblait encore les observer, œil immense et froid de la nuit d'avant le temps. Chacun emporta, lové sous sa cape, une des tablettes gravées, car ils en façonnèrent autant que de lignées représentées, confiant à chaque maison la charge de veiller jalousement sur ce fragment de l'héritage. Avant de partir, Adara glissa syllabe après syllabe une prière vers l'invisible. Les mots roulaient en vagues, effleurant la matière même de la pièce. Ils s'inscrivaient dans la mémoire du lieu avec la promesse que, même si l'Atlantis devait sombrer, la vérité survivrait. Les survivants furent bientôt dispersés, éparpillés à travers le labyrinthe d'Atlantis. Certains quittèrent immédiatement la cité à la faveur de l'obscurité, guidés par les réseaux secrets dont seuls les sages connaissaient les arcanes, tandis que d'autres se mêlèrent à la foule de ceux qui, dans un ultime élan d'espoir, tentaient encore de sauver ce qui pouvait l'être. Quelques jours plus tard, l'océan commença sa montée inexorable. Les fontaines se turent, le chant des oiseaux cessa, les tours d'onyx, refuge des hautes lignées, furent engloutis sous les premières vagues. Dans le tumulte grandissant et la déchirure des éléments, les tablettes ne furent pas oubliées. On les scella derrière de fausses parois, on les glissa dans des coffres ciselés, on les transmit à des mains dignes, parfois même, dans le secret d'une confidence murmurée à l'oreille d'un enfant, prêt à fuir vers une terre inconnue. Un soir, alors que la pluie fouettait les échafaudages d'une tour déjà branlante, Olène appela à lui son petit-fils, Ider, frêle garçon aux yeux curieux. À genoux devant l'enfant, il posa la dalle d'or dans les paumes trop petites. Un jour, dit-il, ces signes brilleront à nouveau dans les mémoires. Tu n'es pas seul dans cette tâche, mais souviens-t'en, Ider. Ce n'est pas la peur qui doit guider tes pas, mais la lumière que tu portes au-dedans. Il sentit les battements désordonnés du cœur de l'enfant contre la tablette, puis referma les mains d'Ider sur l'objet. L'espace d'un instant, le vieux sage crut distinguer, à travers la bousculade du vent, les silhouettes des autres gardiens, eux aussi en train de confier leurs secrets. Ainsi commença, de manière invisible, la grande diaspora atlante. Parmi ceux-là, Lys se réfugia dans les terres émergées, là où la mer n'oserait encore s'étendre. Elle dissimula la tablette sous le socle d'une statue, sculptée à l'image d'une silhouette ailée, puis grava au revers, à peine visible, une suite de symboles capables de réveiller, pour qui posséderait la clé, le souvenir de son serment. Kael, dans un dernier regard à la mer convulsée, enfouit la sienne sous un cromlech solitaire, à même les racines, invoquant l'esprit de la terre pour veiller sur le savoir enfoui. Chacun, par des gestes différents mais tous empressés et douloureux, confiait une part de l'Atlantis à la promesse du temps. Dans les jours qui suivirent, alors que la cité se disloquait, que les rues s'emplissaient d'écume et que le ciel se tendait de nuages de cendres,
Ce savoir silencieux s'enfouit là où la curiosité d'un autre âge pourrait le retrouver. Le serment se répercutait en eux comme une note continue, tantôt source de vigueur, tantôt rappel cruel de tout ce qui avait été perdu. Certains errèrent des mois, et même des années, dans cet exil. Ils emportèrent avec eux bien plus que la mémoire d'Atlantis. Ils devinrent, malgré eux, les veilleurs d'un feu secret, caressant chaque nuit de leur pensée la courbe, la spirale, le souffle, autant de motifs que leurs descendants retrouveraient, imprimés parfois dans la pierre, tracés en filigrane sur un tissu ou gravés dans les replis d'une légende. La promesse des neufs, ainsi scellée en cet instant où tout semblait sombrer, n'appartenait déjà plus qu'à eux. Dans l'inconnu où le monde allait s'enfoncer, le moindre reflet de soleil sur l'or d'une tablette suffisait à ranimer les bribes de souvenirs. Le soir étendait déjà son grand drap de velours sur la plaine lorsqu'ils arrivèrent enfin en vue du fleuve. On sentait dans l'air un parfum chaud de limon et de vie végétale. Le Nil serpentait entre les roseaux et les palmes, large, indolent, et portait sur sa surface des éclats dorés où se perdaient les derniers feux du jour. Sur la rive, le sol était doux, spongieux, gorgé d'eau nouvelle qui brillait dans les empreintes laissées par d'anciens pas, de bêtes ou d'humains. Personne ne parlait fort. Seule la voix du vieil homme à la peau roussie par le soleil, Todébloa, trouvait le chemin discret jusqu'aux oreilles du groupe. Il avançait le premier, son bâton frappant régulièrement la terre humide, flanqué de ses compagnons recueillis, voyageant à travers les dernières lumières du crépuscule. Il venait de loin, plus loin que la mémoire des anciens du fleuve. D'autres peuples les disaient venus des brumes de l'ouest, là où s'étend un océan sans fin, mystérieux et grondant. Mais ici, sur cette berge, ils étaient étrangers et portaient dans leurs yeux un objectif invincible. Les premiers contacts furent silencieux, presque craintifs. Les pêcheurs du Nil observaient, en retrait, les nouveaux venus, évaluant d'un œil prudent leurs intentions. Les enfants se cachaient derrière les tuniques de lin, n'osant pas s'approcher, tandis que les femmes, le dos voûté par le travail de la terre, essuyaient la sueur de leur front. Pourtant, dans l'air tiède qui commençait à se saturer d'insectes vrombissants, il y avait autre chose. Une promesse, peut-être, ou une vieille certitude qui se réveillait devant ces étrangers inconnus mais sans hostilité, qu'un long voyage avait marqué de la poussière de terre lointaine. Le campement fut érigé à quelque distance du village, sur un tertre surplombant le fleuve, à l'abri des crues capricieuses. Les veillées commencèrent. Todébloa observait tout, d'un œil acéré, assistant ses semblables à dresser des huttes, à allumer un feu qui pétillait bientôt au centre du cercle. Ainsi formé, il défiait l'obscurité, racontait de bribes d'histoire dans les langues marquées par des accents infimes, par des souvenirs qui n'avaient pas encore de terre où s'enraciner. Avec le temps, les habitants du village s'approchèrent. Une vieille femme à la démarche lente fut la première, guidée par la curiosité ou entraînée par l'écho d'anciens mythes. Son nom était Ishnet. Todébloa lui offrit un fruit, posé avec respect au creux de ses deux mains jointes. Le geste était simple, détaché de toute solennité, mais d'une force rare. Le passage d'un monde à l'autre se transmettait ici dans un sourire, dans cette offrande muette où brillait un respect sincère. Ishnet accepta, hocha la tête et repartit, et tout changea ce soir-là. Les jours suivants, des échanges de biens, de mots, d'idées prirent place, d'abord timides, puis de plus en plus riches. Todébloa s'immisça dans les habitudes de ses hôtes, observant leurs gestes, leur proximité au sol, leur rapport aux oiseaux et aux étoiles. Il comprit que pour eux, chaque pierre n'était qu'un obstacle, chaque nuit qu'un gouffre à traverser. Ils n'avaient pas de secret pour dompter les masses énormes du calcaire, ni aucune méthode pour mesurer à l'œil nu les cycles éternels du ciel. C'est alors qu'il décida d'enseigner. Un matin de brume, au bord du fleuve où la lumière hésitait entre l'argent et l'or, Todébloa rassembla les plus jeunes. Il prit une pierre blanche, fragmentée, et la fit rouler sous son pied. Il montra comment, en caressant le grain du calcaire avec un morceau plus dur, on arrachait à la matière des éclats précis.
Il dessina dans la poussière une perspective de ce qu'on pouvait bâtir. Des murets solidement agencés, des terrasses où poser la récolte hors de portée des crues, des abris droits, inébranlables, où le vent et la pluie ne pourraient entrer. Les jeunes regardaient ses mains, fascinés par la maîtrise, incapables d'en détacher leur regard. Ils tentèrent d'imiter, maladroitement au début, puis, avec le temps, ils saisirent le rythme, la technique, le secret du mouvement sûr, répété, qui venait à bout des cailloux les plus récalcitrants. Et alors le village changea. Les maisons de branchage se dressèrent fièrement sur des fondations nouvelles, comme sorties du sol par la simple force de la volonté. Bientôt d'autres techniques furent dévoilées. Comment polir une surface, ajuster un bloc à l'autre, fixer les pierres avec un mortier fait d'argile et de cendres. Les visages du soir se mirent à briller d'une fierté nouvelle. Chaque homme, chaque femme avait bâti quelque chose de durable, leur ombre projetée sur la terre qu'ils avaient transformée. Mais Todi-Bleuat n'était pas un homme pressé. Il savait que le vrai secret des bâtisseurs n'est pas la pierre, mais la patience et l'observation. Aussi, chaque nuit, il emmenait un petit groupe sur un promontoire sec, très loin du brouhaha, là où la voûte étoilée prenait toute son ampleur. Là, il leur montrait le ciel. Il traçait, avec son bâton, la silhouette des constellations fondamentales dans la poussière. À l'aide de cordelettes tressées et d'osselets, il imitait les cycles du soleil, les lentes migrations des sphères lumineuses parmi les myriades d'étoiles. Il expliquait, d'une voix basse, comment repérer le lever de Sirius, cette étoile flamboyante qui annonce la crue sacrée du Nil et gouverne ainsi le destin de toutes les moissons. Bientôt, les jeunes du village apprenaient à lire le ciel comme d'autres lisent la rivière. La nuit devint un chant de cygnes, de messages silencieux. Les anciens, d'abord sceptiques, vinrent observer eux aussi, et de leur chuchotement émergèrent des légendes, tissées à partir de ce nouveau savoir. Les saisons passaient, rythmaient l'existence par la montée et la descente du fleuve, par le pas lourd des troupeaux et la moisson. Les tribus voisines remarquèrent vite que quelque chose avait changé chez les habitants du village noir et blanc, celui des pierres dressées et des regards tournés vers la voûte céleste. Des voyageurs se présentèrent, écoutèrent, apprirent à leur tour. La renommée des artisans du Nil dépassa les berges, suivit le courant, gravit les plateaux jusqu'aux terres rouges de l'Est. Les maisons s'érigèrent en terrasses, les premiers temples furent levés à la gloire des forces qu'on pressentait dans la lumière et le vent. Les rites évoluèrent, et le peuple du fleuve devint peuple du savoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Todi-Bleuat ne s'était pas présenté seul. Il était accompagné de quelques autres, détentrices de savoirs différents, venues d'au-delà de l'horizon. Parmi elles, Merizet, qui connaissait le secret des pigments, montra comment peindre sur la pierre des signes étranges, inconnus de tous. Elle traça sur les premières pierres levées des formes ovales et des lignes entrecroisées. Et à ceux qui lui demandaient ce que cela signifiait, elle répondait toujours dans l'énigme. Ceci est la parole de ceux qui traversent la mer de l'Ouest. Intrigués, fascinés, les enfants reproduisirent vite ces figures sur tout support. Les pierres des maisons, les poteries, les parois des premiers temples, se couvrirent de symboles qui défiaient le temps. Les prêtres locaux, qui jusque-là limitaient leur science au cycle de la lune et aux légendes du grand crocodile, comprirent que quelque chose leur échappait. Ils observèrent Todi-Bleuat, puis envoyèrent un émissaire auprès de lui, un homme appelé Sénèbe, silencieux comme la dune, les yeux brillants d'intelligence. Les discussions furent longues, plongées dans la nuit, alors que la brise faisait trembler la flamme des lampes à huile. On discutait des astres, du nombre d'or, des méthodes pour tirer le meilleur de la sagesse ancienne et de la force nouvelle. Parfois, des rumeurs couraient dans la vallée. Certains avaient vu, dans la brume du matin, d'étranges silhouettes vêtues de blanc remonter le fleuve sur des pirogues à fond plat, transporter d'énormes blocs de pierre d'un rivage à l'autre, puis disparaître dans le soleil levant, comme des esprits échappés du vent. Les anciens du village, à leur tour, racontaient à ceux qui ne dormaient pas que Todi-Bleuat et ses compagnons n'étaient pas simplement des hommes, mais les envoyés d'un autre monde, les dieux venus de la mer de l'Ouest. Les récits prenaient corps autour du feu,
enroulé dans le parfum piquant du bois sec, et personne ne savait très bien où commençait la réalité et où finissait le rêve. Une nuit sans lune, alors que les grenouilles seules ponctuaient le noir de leurs appels rauques, un vieillard du village, Nacht, approcha Taudebleuat. Il avait vu naître et mourir bien des générations, et sa voix était fêlée par le vent du désert. Les deux hommes restèrent longtemps assis côte à côte, à regarder le ruban argenté du Nil couler indifféremment aux destinées des hommes. « Pourquoi avoir choisi notre rive ?» demanda Nacht, la voix râpeuse. Taudebleuat tourna lentement la tête vers lui, cherchant ses mots. « Parce que chaque montagne, ici, porte dans son ventre une histoire qui attend d'être racontée. Parce que vous écoutez et respectez les cycles du ciel, parce que votre peuple a l'hospitalité dans le regard, et qu'il ne craint pas ceux qui viennent d'ailleurs. » Nacht, pensif, toucha le sol de sa paume ridée. « Ils disent que vous êtes venus avec un savoir oublié avant même notre naissance. » Le vieillard tomba dans le silence. Taudebleuat lui tendit alors un morceau de pierre sculpté de petits signes. « Ce que nous savons, nous venons vous le confier. Mais il vous appartient désormais de l'adapter, de le transmettre. Nous ne sommes que des passeurs. » Au fil des années, les fruits de ces échanges se révélèrent. Les premiers chefs de l'autre côté du fleuve sollicitèrent Taudebleuat pour qu'il instruise leurs bâtisseurs, observateurs du ciel. Lorsque la poussière retomba, que le tumulte d'eau et de roches s'apaisa un instant, des silhouettes égarées commencèrent à se relever, pliées mais non brisées, blessées mais animées d'un feu secret. Les Atlantes épars, arrachés à leur cité engloutie, trouvèrent refuge sur de nouveaux rivages, bien loin des souvenirs d'opulence et des jardins où les ténèbres n'avaient pas droit de cité. Ils gagnèrent d'abord les hauts plateaux andins, où la brise avait la saveur du silence et du givre. L'air y était pur, mais sans clémence, si rare qu'il entaillait la gorge à chaque inspiration. Un matin couleur de la boue, lorsqu'ils émergèrent d'une anfractuosité de la montagne, ils levèrent les yeux vers d'immenses pans rocheux. Chacun sentit alors, dans ses os, la même certitude muette. C'est ici que nous allons élever notre mémoire. Le premier jour, ils s'installèrent dans l'ombre des corniches, tracent le sol de sillon, élevèrent des abris de fortune, sans feu ni champ, car la prudence l'exigeait. Pourtant chaque nuit, un rêve les visitait, un rêve d'accueil et de prodige, celui d'une montagne apprivoisée, d'une ville de pierre s'élançant vers les cieux. Guidés par ces visions, ils se mirent à débiter la roche, lentement, obstinément, en silence, comme si le bruit de leur labeur devait préserver un secret. Les outils étaient frustes, mais les gestes sûrs, hérités d'un savoir antédiluvien. Leur science ne se transmettait pas autant par la parole que par la main. Lorsque le tranchant de l'outil rencontrait le bloc, les vibrations parlaient et l'initié comprenait. Les enfants regardaient, fascinés, la manière dont les hommes faisaient glisser d'énormes pierres effleurant la terre, les posant avec une justesse déconcertante. Les montagnes même semblaient retenir leur souffle. La faveur de ceux qu'on nommerait bien plus tard les bâtisseurs de pierre n'était pas dans la technique seule, mais dans leur capacité à voir la vie circuler entre les masses inertes. Ils calculaient l'angle du soleil, la course des étoiles, l'écoulement des eaux invisibles souterraines. Autour d'eux, chaque nuit, la voûte céleste se penchait comme un compas immense et doux, répartissant influence et augure. Les plans qu'ils dressaient n'étaient point de simples schémas, mais des mandalas vivants nés de leur mémoire commune, mémoire d'un âge d'or perdu. Leur entreprise attira bientôt l'attention de petits groupes humains installés plus bas, dans les creux des vallées. Méfiants d'abord, certains vinrent épier, fascinés par ce que voyaient leurs yeux. Cet assemblage impossible de pierres si vastes, si précises, qu'on aurait cru qu'elles flottaient un instant avant de toucher le sol. On chuchotait que les Atlantes parlaient aux roches, et, la nuit, on crut voir de faibles lueurs bleutées entre les interstices des murs naissants. La rumeur fit bientôt de Cusco, le sanctuaire de la pierre parlante, où le geste des anciens engendrait le miracle. Bientôt, certains indigènes cherchèrent à s'approcher. Les Atlantes les accueillirent sans éclat, avec une gravité attentive.
Ils enseignèrent peu par la langue, car les mots étaient pis et prudents, mais les gestes, eux, ne mentaient pas. Et petit à petit, ce qui aurait pu n'être qu'accident d'exil devint le fondement d'une tradition. Partout, la pierre prenait la forme d'arcs, d'angles prodigieux, de murs qui défiaient le temps et la violence des séismes. Le souvenir de l'Atlantide veillait sur chaque pierre, murmurait dans chaque interstice. On polissait les blocs jusqu'à ce qu'ils s'ajustent à la perfection, sans mortier, s'étreignant avec douceur, capable d'absorber le fracas des saisons. Une fois l'enceinte close, une étrange paix s'installa. À l'intérieur du sanctuaire, le vent tourbillonnait autrement, porteur d'une harmonie plus vaste, et ceux qui y entraient ressentaient, jour après jour, une consolation étrange, le sentiment de tutoyer quelque chose d'intemporel. Le temps, selon fleuve souterrain, poursuivait son cours. Le savoir atlantéen vogua de montagne en montagne, porté par des exilés au sang mêlé. D'autres atteignirent la terre de Mésopotamie, là où les rivières du Tigre et de l'Euphrate peignaient de vers les plaines arides. Là, parmi les hommes nus aux pieds souillés de limon, ils retrouvèrent, dans le geste de bâtir, une fraternité muette. Ils enseignèrent à dresser les pierres en ziggourate, à tracer l'ellipse sacrée dans la boue et le roseau. Mais ce ne fut pas la vanité qui guida ces bâtisseurs successifs. Eux ne pensaient point à la domination ou au souvenir de leur puissance engloutie, mais à la transmission d'un ordre, d'une proportion à peine audible, qui défiait le chaos et la ruine. Leurs prières discrètes, récitées du bout des doigts contre le grain de la matière, étaient d'atteindre à nouveau cette harmonie entre terre et étoiles, d'inscrire la mémoire de leur chute dans le langage universel de la géométrie. Les siècles passèrent. À Baalbek, on vit s'ériger des terrasses colossales, sièges de temples dont la monumentalité narguait le temps. Les archéologues du futur s'interrogeraient, ébahis, devant les trilithes cyclopéens, se demandant comment les hommes des premiers âges avaient pu soulever des masses si immodérées. Eux ne comprendraient jamais qu'il s'agissait moins de force brute que d'accords réciproques, d'une écoute attentive du corps de la pierre, de la vibration mathématique qui liait chaque bloc à la musique des sphères. À chacune de ces fondations, ceux qui savaient encore le langage secret des anciens gravaient, imperceptibles à l'œil nu, des signes d'appartenance, des spirales, des petits cercles, des schémas de triple proportion, toujours en nombre d'or, de racines carrées ineffables. Ils savaient que ces trames, ces enlacements invisibles seraient un jour redécouverts par un œil qui sache voir, par un cœur ouvert à la souvenance. En Égypte, sur le plateau de Gizeh, sous la chaleur immuable d'un soleil de verre, une poignée de bâtisseurs se joignit aux tribus du Nil. Guidés par d'anciens songes et la profonde nécessité de marquer la terre, ils commencèrent à assembler, une par une, les masses géométriques qui deviendraient pyramides. D'un front marqué, parfois incapable de donner parole, ils laissaient parler leurs gestes. Chaque pente, chaque orientation fut mesurée à l'aide d'étoiles oubliées. On dirait aujourd'hui que la coïncidence seule les guida, mais sous le regard de Rê et d'Isis, la lumière savait, elle, reconnaître le doigt invisible de l'ancien peuple. Les temples, les sépultures, les lieux d'équinoxe et de solstice devinrent autant de points de rencontre entre la chair et la pierre, le passé et le futur, la perte et l'espérance. Sous les dalles lisses, dans les corridors funèbres de quelques tombes héraldiques, d'autres descendants de l'Atlantide gravaient la mémoire de ce qui fut, non pas dans la pierre seule, mais dans le jeu des ombres et des résonances. Bien loin encore, à l'autre extrémité de la Méditerranée, dans la cendre et la poussière du temps, surgirent les premiers cercles de pierres dressées de Göbekli Tepe. Là, dans le ventre de la colline, on rassembla d'anciennes forces. Des pierres hautes, décorées de figures animales, enserrèrent des clairières où se rejouaient, nuit après nuit, les mythes de la création, habitants d'un ciel étoilé dont le peuple oublié tentait de retrouver le vrai nom. Le long des routes nouvelles, ceux que la mémoire du déluge ne quittait pas s'échangeaient, dans des murmures entrecoupés de larmes, des fragments de plans, des mesures codées, la texture de tel granit ou de tel calcaire, et les dates cachées où il convenait de battre tambour sur la terre. Les Atlantes devenaient peu à peu des hommes parmi tant d'autres, mêlés à la poussière du monde,
mais leur signature infiltrait partout la trame du réel. De génération en génération, la transmission du secret perdait de sa clarté. Certains retenirent la technique, mais oublièrent la raison. D'autres s'attardèrent sur la géométrie sacrée, ignorant la prière muette qui l'animait. Mais il demeurait, parfois, un enfant aux yeux attentifs, un rêveur, un bâtisseur nocturne qui, sans comprendre, sentait affluer dans ses mains l'énergie curieuse du passé, l'élan irrésistible de relever la pierre et de l'ajuster au tout. Parmi les peuples voisins, certains rapportaient les légendes. D'autres se contentaient de copier les œuvres, cherchant à imiter l'ajustement impossible des blocs, la limpidité des proportions. Mais seuls les initiés, dont le sang recelait encore l'empreinte de l'abîme englouti, percevaient ce que murmurait la pierre. Une fidélité à un schéma invisible, un rêve de retour à l'unisson perdu. Plus tard, beaucoup plus tard, les hommes courberaient l'échine sous l'autorité des prêtres, des rois bâtisseurs, sans deviner que ce qui avait présidé à l'origine n'était pas la puissance mais la réparation, la quête d'harmonie. Les archéologues, armés de pinceaux et de doutes, viendraient mesurer les monuments, supputer le nombre de bras, de levées, de poulies. Ils riraient parfois, certains rejetteraient la fantaisie d'une tradition commune. D'autres, pourtant, certains soirs, dans la lumière exsangue qui baigne les pierres, sentiraient une chair de poule mystérieuse et se prendraient à rêver. Les années, les millénaires, firent leur travail d'oubli. Des termites dévorèrent les poutres, les tempêtes effacèrent des visages au bas-relief. Les noms s'éteignirent, les secrets s'enterrèrent sous des couches de limon et de cendres. Mais la langue universelle demeura, inscrite dans la pierre même. La divine proportion, le nombre d'or aux angles absolus, la courbe parfaite du bloc, l'assonance des distances entre piliers. La première lueur de l'aube glissait mollement sur les dômes de poussière, baignant la silhouette d'Héliora d'un pâle reflet d'argent. Sa main s'attarda sur la pierre tiède du mur, ses doigts effleurant la gravure, le cercle finement incisé que traversaient 3 traits, à peine usés par les millénaires. Dans le silence épais du sanctuaire, sa propre respiration lui sembla profane, comme une promesse d'irrévérence. Le sceau était là, majestueux et simple, regard posé sur l'éternité, aussi vivant que la première main qu'il avait tracée. On l'avait retrouvé sur un obélisque oublié du désert nubien, là où la chaleur éreinte les songes. Mais ce n'était pas la première fois. Partout où Héliora était passé, ou avait rêvé de passer, il veillait. En Égypte, il dominait les linteaux des temples, ourlés par le miroitement des flots du Nil. En Inde, il semblait flotter entre les colonnes d'Ajanta, secret murmuré entre l'ombre et la lumière émeraude des forêts. En Amérique, il brillait, gravé sur la citadelle perdue qui couronnait la cordillère, à portée des cimes et du ciel. Ce symbole, universel et insaisissable, traçait un fil entre les époques, les continents, les cœurs battants des civilisations disparues. Face au sceau, Héliora se laissa guider par son émotion première, ce trouble indicible qui pulse au seuil de l'inconnu. Pourquoi toutes ces cultures, pourtant séparées par des océans et des siècles, s'étaient-elles approprié la même marque? Était-ce un pur hasard, né du besoin instinctif de représenter le cercle de la vie, la trinité des forces, ou quelque chose de plus ancien, de plus fondamental, tissé dans la trame même de leur histoire? Elle ferma un instant les yeux, laissant la mémoire des pierres couler en elle, porter la voix du passé sur la brise du matin. Sur le mur, juste au-dessous du sceau, d'autres glyphes traduisaient, maladroits, le même espoir. Ici repose le fragment, ici veille la mémoire. Héliora n'osait espérer que le secret originel lui soit ainsi offert, à nu, sans voile. Mais chaque rencontre avec le sceau semblait la guider, page après page, à travers un récit colossal dont elle ne détenait que les premiers mots. Elle sortit un carnet de toile, y reporta le dessin précis du symbole, y ajoutant la texture des lignes, la dimension des cercles, la façon exacte dont l'aube projetait sur la gravure une ombre violette. Héliora ne collectionnait pas les traces, elle les réveillait. Ailleurs, au cœur du musée poussiéreux de Mexico, dans une salle close, toujours déserte,
le même cercle traversé de 3 lignes apparaissait sur une stèle maya, entre 2 effigies de jaguars silencieux. Le conservateur avait haussé les épaules quand elle l'avait interrogé, lançant tout juste un motif qu'on retrouve partout, sans doute pour rappeler les étoiles. Ou la course des saisons. Mais Héliora savait lire l'incertitude dans le pli des lèvres, percevoir la crainte du non-dit. Pourquoi les survivants des temps anciens avaient-ils laissé ce signe précis? Fut-il choisi, multiplié, semé à travers les terres pour être reconnu, ou bien, tel un mot secret, confié à ceux qui sauraient un jour l'entendre? Sous la surface, l'idée naissait, sourde mais irrésistible, d'un pacte, d'un lien consenti dont la signification échappait encore. L'aube était désormais claire. Héliora s'assit sur une pierre tombale, sans peur, entourée du silence, et relut ses notes. Elle songea à la multitude de peuples qui, un soir ou un matin, avaient laissé leurs mains sur la pierre, gravé à même la matière la marque solennelle. Cercle, 3 lignes, sceau des survivants. Peut-être survivre n'était pas qu'une question de chair préservée, mais celle de souvenirs transmis. Ne pas disparaître, c'était poser un signe, un cri de lumière, même s'il n'est déchiffré qu'après 1000 ans. Une brise se leva, dansa dans les ruines. Un souvenir enfoui affleura. La voix de son père, narrateur des veillées, glissant ses contes d'un peuple disparu qui liait les rivières par des cordes de lumière. Il disait parfois « Qui sait si ce n'était pas vrai ?» Que les hommes anciens avaient scellé dans la pierre des secrets plus tenaces que l'or ou les os, et qu'il n'existait pas de mort tant que quelqu'un se souvenait. Ici, à l'ombre du vieux temple, la vérité semblait se replier sur elle-même, 1000 histoires lovées contre la pierre. Comme souvent, soudain, Héliora ressentit la présence des autres. Ceux qui, en ce même instant ou des siècles auparavant, s'étaient posé la même question, avaient marché dans les mêmes traces. Les archéologues pâlissaient de poussière sous l'Égypte fatiguée. Les scribes des monastères indiens, repliés sur leurs encres précieuses, les guérisseurs des Andes, debout devant la montagne qui dialogue avec les étoiles. Entre eux, des milliers de vies, inconnues et solidaires. Tous avaient levé les yeux vers ce symbole, ou tendu la main vers la pierre froide, mus par le même élan, fragile et indestructible, qui consiste à chercher. En avançant plus profond dans la salle, elle découvrit d'autres marques, plus anciennes ou plus hésitantes. Sur certaines, le cercle s'effondrait, les lignes hésitaient. Parfois, 3 points remplaçaient la triple trame. Chaque déclinaison témoignait d'une volonté, d'une mémoire, peut-être d'une crainte. Celle de tout perdre, d'être brisé par l'oubli. La pierre ne ment pas. Ce que l'homme avait gravé, la nature avait effacé, puis d'autres mains l'avaient recréé, un peu différemment. Ainsi le symbole traversait le temps, se transformant sans jamais disparaître, comme un feu embrasé par chaque vent nouveau. Après des heures, Héliora s'extirpa du sanctuaire, portée par le vertige de ce qu'elle avait deviné sans tout saisir. Les rues du village s'éveillaient lentement à la chaleur. Ici un vieux marchand posait ses tapisseries, là une fille riait en courant après son ombre. Elle sentit avec une clarté bouleversante que le monde était plus ancien et plus fraternel qu'elle ne l'avait jamais cru. Un même souffle animé par 1000 langues. Partout, le sautissait un récit souterrain, articulé par les mains tremblantes d'enfants, de vieillards, de reines, de fugitifs, tous aspirant à laisser quelque chose derrière eux, traces ténues effleurées par le vent. Les jours suivants, Héliora parcourut la ville, ses doigts cherchant inlassablement, tâtonnant chaque pierre, scrutant chaque fragment de fresque. Parfois, au revers d'un escalier, sous la mousse, elle devinait l'ellipse du cercle. Ailleurs, près du puits, 3 lignes s'étiraient à la surface du grès, si discrètes qu'il eût fallu la plus vive lumière pour les distinguer. Dans les archives du vieil imam, elle retrouva la copie d'un manuscrit sassanide évoquant l'apparition du sceau dans la Perse antique. Le texte confiait, à demi-voix, un avertissement. À chaque fois que l'humanité frôlait l'envergure du désastre, le signe ressurgissait, souvenir d'un pacte scellé entre les survivants de la nuit et ceux de l'aube. À force de patience, de nuits blanches et de pierres soulevées, Héliora récolta un herbier de symboles, tous familiers,
tous uniques. Il y avait, dans chacun, un mouvement, une fuite ou un retour, comme trois voies intérieures jamais tout à fait closes. Elle passa des heures à comparer l'angle des lignes, la proportion sacrée du cercle, leur orientation, leur dimension. Mais d'autres détails la troublaient. Pourquoi, sur certains sites, le cercle ouvrait-il un œil, sur d'autres, reflétait-il le dessin d'une étoile, ailleurs, le tourbillon d'un vortex? Était-ce la simple variation d'artisan, ou un code, une invitation à percevoir des sens différents? Le soir venu, dans les ombres longues du crépuscule, elle relut ses carnets, cherchant la clé qui reliait les interprétations. Dessinant à son tour le sceau sur le sable, elle sentit une étrange communion. Le parfum de la terre tiède, le chant lointain d'une flûte, le glissement des étoiles, tout conspirait à réveiller un souvenir oublié. Et si le symbole avait été déposé par les derniers témoins d'un cataclysme, par ceux qui avaient vu la lumière première et survécu? Si chaque version du sceau, chaque trait gravé, n'était que l'écho d'un message destiné à qui viendrait, longtemps après, pour raviver la mémoire du feu? Peut-être celles et ceux du passé savaient-ils que seule l'ignorance tue vraiment, et que rester humain, au-delà des époques, signifiait d'abord ne jamais renoncer à la question. Il y avait tant de signes laissés, tant de racines entremêlées. Lire le sceau, c'était croire en la solidarité des anciens, en la promesse muette qu'un jour viendrait où le cercle et ses lignes seraient lus non plus comme un simple dessin, mais comme l'engrenage fondateur de l'histoire. Héliora se laissa bercer par la fatigue, s'abandonnant à la douceur du monde encore silencieux de la nuit. Devant ses paupières fermées, le sceau dansait, s'effaçait, renaissait. Elle rêva d'une procession d'ancêtres, des femmes portant le cercle sur leurs joues, des hommes dessinant les trois lignes dans le sable avant l'orage, des enfants chantant le rondeau du symbole en se serrant contre la mort qui veillait. Elle rêva de ponts de lumière s'élançant au-dessus des mers, d'une vaste toile de constellations reliant ceux que les cartes séparent, mais que la mémoire rassemble. Au matin, elle consulta le message de Luan, qui traquait le symbole du cercle à trois lignes sur des pétroglyphes boliviens. Il lui décrivait les mêmes dégradés, les mêmes hésitations du trait, la même intuition primitive d'un passage scellé, d'un seuil que seuls les éveillés savent trouver. Peut-être, écrivait-il, faut-il regarder le symbole non comme un secret, mais comme une boussole. Il ne dit pas où trouver la réponse, il rappelle seulement que le savoir est partout, et même dispersé, il nous lie à ceux qui ont survécu avant nous. La phrase s'imprima en elle. Le symbole marquait-il vraiment des lieux sacrés? Dans l'interminable nuit boréale, tout semblait replié en silence. Les forêts dormaient sous la neige, et la lumière s'accrochait à peine aux cimes couvertes de givre, où les vents du nord murmuraient des plaintes antiques. Là-haut, si loin du reste des hommes qu'on disait les étoiles effrayées de regarder ces contrées, la dernière branche des héritiers s'était dressée contre le temps. En eux brillait un feu ancien, discret et indomptable. On les nommait les gardiens du Nord. Ce peuple, dont la peau avait pris la pâleur de la lune et que le froid avait façonné dans sa rigueur, était venu des terres méridionales après la grande nuit. Ils portaient la mémoire d'un âge où les jours étaient plus longs que 1000 hivers réunis, et ils avaient juré de ne jamais laisser l'oubli grignoter ce qu'il restait de la sagesse du monde. Les premiers pas de ces femmes et de ces hommes sur les neiges du septentrion laissaient dans leur sillage une promesse. C'est là la même que la lumière reviendrait, et que le souffle du monde, fragile, serait tenu vivant dans l'attente du renouveau solaire. Les gardiens s'établirent sur la rive d'un lac immense, dont la surface gelée capturait le bleu des cieux d'hiver et le reflétait à l'infini. Leur village n'était pas fait de murs, mais de tameaux disséminés, de huttes de bois et de pierres agglomérées contre la dureté du vent. Des totems sculptés, dressés comme des sentinelles, marquaient le territoire sacré. Ils y gravaient sur chaque flanc la runique mémoire des clans, des naissances, des saisons et des pactes tissés avec la terre et les bêtes sauvages. Leur vie s'écoulait au rythme de la lune et des aurores, dont le balai colorait l'obscurité de l'hiver. Ces danses de lumière étaient pour nous un miracle, mais pour eux, c'était la trace visible du souffle du monde, le murmure d'une vie ancienne, une énergie éparse qui persistait, liant la terre,
le ciel et toutes choses. Les gardiens, rassemblés sous ces cieux mouvants, savaient écouter cette respiration secrète. Ils la captaient comme on recueille une eau rare, dans des cristaux jaillis du sol gelé, translucides et vibrants. Ces cristaux n'étaient pas de simples récoltes minérales. On leur prêtait la faculté de garder la pensée, de retenir l'écho d'une voix ou le souvenir d'un sentiment. Avec soin, chaque gardien, guidé par les anciens, apprenait à graver dans la pierre vive des fragments de savoir, des récits enchevêtrés, des prières et des visions. Ces cristaux, disposés en cercle dans la chambre profonde de la caverne centrale, formaient la trame du souvenir. Là, dans le cœur rocheux du Nord, brûlait l'archive inaltérée des peuples, résistante aux morsures du froid et aux ravages du temps. Pourtant, veiller sur cette mémoire n'était pas affaire de simples rituels. Les gardiens s'étaient dotés d'un code silencieux, enseigné dès le plus jeune âge. Il exploitait la langue des brises, le langage des oiseaux migrateurs, la danse floconneuse de la neige. C'était, bien plus que des paroles, la compréhension intime d'un monde vivant. Tout ce qui vibrait dans le silence, tout ce qui chuchotait dans la nuit polaire. On disait que certains gardiens pouvaient saisir, dans le ruissellement d'une cascade prise par la glace, l'écho du passé, et dans les fissures du givre, la promesse de l'avenir. Certains de ces êtres avaient la charge de consacrer les runes. Ils choisissaient des galets polis par les eaux du lac, les gravant d'inscriptions qui diffusaient la lumière au contact du lever du soleil. À chaque solstice, ils plantaient ces pierres autour du village, dressant un cercle de gardiens muets, dont on pensait qu'ils détournaient les ombres et protégeaient la trame des souvenirs. Les enfants circulaient entre ces bornes, jouant à écouter le chant de la pierre au petit matin, convaincus que chaque rune abritait une voix attentive, prête à répondre quand l'oubli deviendrait trop menaçant. Les saisons s'écoulaient, répétant une valse lente, presque immobile, et pourtant à l'intérieur des huttes, le temps s'entassait, patient et vigilant. Les feux de tourbe allumaient de faibles halos, où se nouaient les récits glanés par les anciens. Ces veilleurs parlaient doucement, tissant des fils d'histoire entre leurs doigts, et les enfants apprenaient à les accueillir, non seulement dans l'oreille, mais au creux du cœur, afin que rien ne se perde. La légende voulait qu'un des premiers gardiens fût Moria, femme à la chevelure si blanche qu'on l'aurait crue née de la brume, dont l'âme était liée à la mémoire du monde. On ne savait d'où elle tenait cette capacité unique d'englober tous les souvenirs, ni pourquoi, lors des nuits sans lune, elle semblait percevoir le moindre changement dans les étoiles suspendues. Nul ne doutait qu'elle portait en elle le souffle du monde. Lorsqu'un enfant venait au monde, c'est à elle que l'on confiait son nom, qui n'était pas seulement une identité, mais une direction secrète, une note résonnant dans la grande musique des générations. Moria instruisait les plus aptes de ses descendants, ceux et celles qui pouvaient reconnaître, dans la lueur d'un cristal, le reflet d'un événement ancien. Elle récitait le chant du souffle, un lent poème qui racontait le passage du soleil déchu, la venue de la glace, les hivers serrés où l'espérance s'était réfugiée sous les racines. Dans le silence, elle enseignait la retenue, la patience et la fidélité à la mémoire des siens. Une fois l'an, lorsque les aurores s'étiraient plus longtemps et que les bêtes reprenaient vie sous le manteau de givre, les gardiens célébraient le grand veillement. Cette nuit-là, tout le clan entonnait ensemble l'histoire du monde, mêlant voix basse, tambour de peau et cris perçants, pour rappeler au ciel que la lumière n'était jamais entièrement perdue. On allumait alors le brasier central, alimenté par un bois rare, entrelacé d'offrandes. Au-dessus de la flamme, les plus jeunes déposaient leur premier cristal, chargé d'un seul mot, d'une prière ou d'une lame de souvenir destinée à s'empiler, fragile et indélébile, sur la trame du souvenir. C'était là un pacte d'avenir, la preuve faite à la nuit que l'oubli ne gagnerait pas. Parfois, durant les longues veilles, on voyait un vieil homme, parfois une femme, drapée d'une cape de peau, s'enfoncer seul vers les hauts plateaux, guidé par la lumière froide des astres. Il suivait la trace des cerfs, ou écoutait, dans le frisson du vent, des enseignements secrets. De ces marches silencieuses, il revenait avec une nouvelle histoire, captée du monde tout entier, et chacun savait alors qu'un fragment de la mémoire venait d'être sauvé du néant.
Il était essentiel que les gardiens ne se bornent pas à se souvenir. Ils devaient aussi recueillir inlassablement ce que le vivant murmurait. Chaque année, le peuple du Nord devenait dépositaire d'une mémoire accrue, un peu plus dense, nuancée, précise. Mais, au fil des générations, la peur de l'oubli se fit plus aiguë. Certaines années, les vents semblaient plus durs, la nuit plus longue, et la maladie rôdait avec un faste nouveau. Alors, les plus sages cherchaient des parades, se penchaient sur l'écriture runique, méditaient devant les cristaux en quête d'une faille, d'un message du passé pour conjurer le présent. C'est à cette époque qu'apparurent les voix du givre, premier devin druidique selon la tradition. Elles se tenaient à mi-chemin entre le silence du monde et les voix humaines, interprétant le souffle qui montait de la glace et descendait des étoiles. Ces prêtres et prêtresses, vêtus de fourrures et tatoués de symboles spirales, savaient apaiser les tourments par la parole ou par la simple imposition des mains sur les pierres enfiévrées. Ils veillaient à ne pas rompre le cycle, accompagner la lumière dans son lent retour. Leur dévotion fit croître la réputation du peuple des gardiens, au point qu'on venait les consulter de loin, de contrées parfois dévastées par la guerre ou le gel. Ils n'enseignaient pas tout. Ici, on ne trahissait pas la trame du souvenir. Les connaissances partagées étaient fragmentaires, toujours liées à la promesse de garder la mémoire et de la servir. Ainsi naquit la rumeur des Hyperboréens, peuple mythique, gardien des savoirs occultes et du souffle secret de la terre. Ce souffle, vital, avait été confié à leur lignée, à travers toutes les épreuves, tous les hivers. En ces temps, où le risque de disparition semblait surplomber chaque aube, les gardiens trouvèrent dans la transmission de leur héritage une tâche sacrée, presque plus précieuse que la vie elle-même. Les conseils s'étiraient à l'infini, les récits étaient constamment réactualisés, et la trame du souvenir s'élargissait. Lorsque, parfois, l'un d'eux était saisi par la nostalgie d'un autre climat, d'un sud gelé par l'amnésie des hommes, il lui suffisait d'écouter les runes ou de tendre la main sur un cristal. Instantanément, le murmure des aïeux renaissait, réchauffant le cœur lassé de la nuit. La tradition voulait aussi que, lorsque l'un des gardiens sentait sa fin prochaine, il se retire, en compagnie d'un nouveau-né, vers la caverne centrale. Là, avant de s'en aller, il léguait à l'enfant un secret, murmurant à son oreille la clé d'une connaissance particulière, choisie selon l'intuition ou la nécessité. Aucun autre n'entendait jamais cette confidence. Elle tissait l'intimité et l'unicité de chaque génération. Le nouveau-né, recueillant sans le comprendre le dernier souffle du vieil ancien, devenait malgré lui le maillon vif d'une chaîne ininterrompue. Ce rituel, répété 100 fois, 1000 fois, forgea l'âme profonde des gardiens. Leur peuple, dédoublé par le souvenir du passé et l'attente vigilante du soleil, ne vivait qu'à l'aube du recommencement. La pluie cinglait les vitres du laboratoire, traçant sur le verre des tempêtes liquides que les lampes blêmes de la nuit rendaient presque irréelles. Derrière une épaisse couche d'obscurité urbaine, les néons veillaient sur les découvreurs fatigués. Sur les bureaux, des ordinateurs faisaient défiler des séquences colorées de 3 milliards de lettres, un océan de données codant la vie, la mémoire, l'origine. Le professeur Lucas Serac, silhouette effilée soutenue par l'insomnie, tapait nerveusement du doigt sur la table, son regard fixé sur les arabesques de symboles apparaissant à l'écran. Autour de lui, l'équipe, dont les membres étaient venus de tous les continents, scrutait, analysait, discutait à mi-voix, comme si un murmure provoqué par leur découverte risquait de réveiller quelque chose de bien plus antique que le monde moderne. La nuit précédente, ils avaient franchi une frontière. En comparant d'anciens fragments d'ADN extraits de momies du désert d'Atacama, de restes enfouis sous la glace de Sibérie et d'ossements vieux de dizaines de milliers d'années retrouvés dans les jungles d'Afrique, ils avaient détecté la même séquence, une portion infime du génome, mais que l'on croyait propre à chaque civilisation. En l'analysant, Myriam, la généticienne originaire d'Alger, avait compris la première. Cette séquence, c'était le même refrain, un motif tissé d'acides aminés, parfaitement conservé, et que l'on ne retrouvait pas chez les espèces animales proches ni même chez les premiers hominidés connus.
Un chant, avait-elle murmuré, s'inspirant de la poésie qu'elle aimait. Le chant d'un bagage venu d'ailleurs profondément ancré en nous. Un souvenir de ce que nous étions, de là où nous avons commencé. Lucas s'était penché sur le schéma projeté au mur, où la séquence brillait à côté de ses variantes modernes. Que signifiait ce fil d'or, ce code bien trop régulier pour être le fruit du hasard, mais ni suffisamment long, ni assez spécifique pour en faire une simple mutation adaptative. Il se remémora le mythe d'un premier homme, d'un peuple disparu, dont la mémoire aurait traversé les âges. Il songea à l'Atlantide, à l'Hiram des Piliers ou à Shambhala, ces cités dont l'écho dépassait l'histoire. Les histoires racontaient toujours la même chose. Une connaissance perdue, un désastre, puis la dispersion, le souvenir parcellaire gravé dans la mémoire des peuples. Et si cette mémoire vivait, non pas dans les champs ou les arts, mais dans leurs propres cellules? Sur le bureau, la pile de rapports grandissait. Un chercheur japonais avait repéré cette même séquence dans une minuscule population d'Aïnus d'Hokkaido, une anthropologue amazonienne dans une tribu isolée à la frontière bolivienne. Un généticien Peul, collaborateur à distance, avait retrouvé la séquence chez des Touaregs. Tous confirmaient, chacun de leur côté, que cette énigme biologique traversait la diversité sans se soucier des frontières. Sur la carte du monde affichée dans leur salle de réunion, des points rouges s'allumaient, dessinant une sorte de constellation dont le sens échappait encore à tous. Pour Lucas, les heures suivantes de la nuit s'effacèrent dans ce vertige. Il se plongea dans la littérature scientifique, multipliant les recoupements, tandis que Myriam s'occupait de contacter des spécialistes en linguistique, en mythologie comparée, espérant débusquer un indice. Dans un moment de fébrilité, il ressentit un frisson étrange. À chaque nouveau recoupement, c'était comme si un voile se soulevait sur une histoire plus profonde, sur cette filiation à la fois invisible et omniprésente. Myriam entra silencieusement, une tasse de thé presque froide entre les mains. Leur conversation prit un tour inattendu. Elle expliqua avoir remarqué que ce motif génétique apparaissait surtout dans des populations conservant une mémoire orale forte, une transmission de récits originels qui évoquaient souvent une catastrophe passée, une migration, une survie. Sans toujours employer les mêmes mots, ces peuples racontaient l'eau qui engloutit la terre, ou la cité resplendissante disparue, ou les voyageurs venus de l'Est. Et dans l'ADN de leurs enfants, ce fil d'or, comme une étoffe qui n'aurait jamais été rompue, mais rapiécée, tissée à chaque génération. Personne ne dormait cette nuit-là. Les discussions prenaient des airs de confidence, d'exploration à la lisière de l'invisible. Quand, vers 5 heures, Lucas sentit la fatigue l'envahir, il s'autorisa à fermer les yeux quelques instants. Mais tandis qu'il tombait dans un demi-sommeil, il lui sembla percevoir le battement sourd de leurs gènes, comme si les molécules elles-mêmes vibraient d'une musique ancienne. Dans son rêve, ou ce qu'il prit pour un rêve, il se vit sur une rive blonde, baignée de soleil, entouré d'êtres dont les yeux brillaient d'intelligence et de mélancolie. Ils se tenaient la main, de peau, de traits, de couleurs si diverses. Certains avaient les cheveux crépus et la peau sombre, d'autres la chevelure claire et la peau cuivrée, d'autres encore ressemblaient à des enfants des steppes ou des grandes îles. Tous chantaient une hymne dont la mélodie flottait dans l'air, à la fois grave et cristalline. Lucas sentit la peine qui pesait sur leurs épaules. Il vit, comme à travers leurs yeux, la mer monter, l'orage éclater, le monde chavirer. Mais au centre de ce cercle, entrelacé, ils déposaient chacun une perle dorée dans un récipient de pierre. La mer montait encore, dévastait tout, mais le récipient demeurait, abrité dans une caverne de cristal. Les perles y brillaient, mi-vivantes, mi-inertes, et du récipient filait une racine, plongeant dans la terre, gagnant la vallée, s'étirant sous la mer jusqu'à toucher d'autres continents. Quand il rouvrit les yeux, le jour perçait sur les lampadaires, et la réalité sembla pâle, délavée, par rapport à la puissance de cette vision. Mais l'idée persistait, entêtante. Le sang n'oubliait jamais, la généalogie intérieure parlait encore, même quand les mots se perdaient. L'équipe, qui n'avait pas quitté la salle,
accueillit son récit avec gravité. Un silence respectueux s'étendit, rompu seulement par le cliquetis des claviers, le sifflement entêtant d'un appareil réfrigérant. Plus tard dans la matinée, alors que la circulation s'intensifiait au dehors et que les contours de la ville reprenaient leur droit, Myriam reçut un message d'une équipe basée à Reykjavik. Eux aussi avaient isolé la séquence mystérieuse chez des descendants de pêcheurs scandinaves, et les résultats recoupaient parfaitement. Mais plus étonnant, ils avaient listé les contextes où ce code apparaissait. À chaque fois, il s'agissait de lignées dont le récit fondateur parlait de naufrage, de migration après des cataclysmes, de renaissance au-delà de l'eau. Le professeur Serac sentit alors tout le poids du mystère. À quoi servait ce motif génétique? Fut-il un vestige fonctionnel, un épitope oublié, ou la clé d'une mémoire non codée mais transmise, agissant comme un trousseau moléculaire pour certains traits? Dans le brouillard de l'inconscient, de nombreux savants avaient cherché la trace d'une transmission, d'une hérédité non limitée à la cellule. Mais jamais ils n'avaient imaginé en trouver la preuve dans les triplets d'ATG ou de CGT. Qu'y avait-il là, sinon l'écho matériel d'une mémoire engloutie? Ils organisèrent une visioconférence sur la plateforme vieillissante de l'université. Tous les intervenants parlaient à tour de rôle, parfois dans leur langue, parfois en anglais, parfois dans un pidgin mêlé d'une émotion palpable. L'information est là, disait l'archéogénéticien islandais, comme un signal balise. Elle ne code rien de visible, pourtant elle persiste, comme si elle avait une fonction clandestine ou un message à attendre. Une chercheuse brésilienne évoquait la nécessité de comparer les mythes. Chez les Yanomami, on parle d'ancêtres venus de la mer, porteurs d'un chant qu'il faut maintenir vivant. Un ethnologue sibérien, d'une voix grave, lisait un passage d'un conte « Nous sommes tous enfants d'une même lumière, mais cette lumière dort dans les eaux, veille dans les montagnes. » Myriam, la paupière lourde mais l'âme saisie d'une ferveur nouvelle, commit l'hypothèse à voix haute. Et si cette séquence était la partition biologique de ce chant, un code aussi ancien, aussi partagé? Peut-être que la mémoire d'un effondrement, d'un exil originel, n'est pas qu'un mythe, mais un souvenir inscrit en nous, à notre insu. D'autres spécialistes hochaient la tête. Alors nous serions, continua-t-elle, les héritiers non d'une simple lignée mais d'une fraternité ancienne, un peuple dispersé, qui a survécu en portant en soi la trace de son origine. Les jours suivants, la presse scientifique commença à s'emballer. Quelques articles filtrèrent dans les revues les plus audacieuses, qui osaient encore publier des résultats en attente de validation. Lucas reçut un courriel d'un sociobiologiste argentin affirmant avoir démontré que ce motif génétique favorisait la compassion, la coopération dans les moments de crise, fournissant une base à l'altruisme face au péril. D'autres hypothèses affluaient. Certains lièrent le motif à la mémoire transgénérationnelle du trauma, d'autres au seuil de créativité des civilisations ayant survécu à un cataclysme. Le laboratoire devenait un phare, un point de rencontre virtuel de dizaines de chercheurs éveillés par le parfum des origines. Les débats s'enflammaient parfois. Il y avait ceux qui voulaient y voir une preuve d'une proto-civilisation mère, ceux qui y devinaient un simple hasard de l'évolution. Mais même les plus sceptiques admettaient que la beauté du motif, sa permanence, ouvrait un champ infini de réflexion. « Nous avons toujours cherché ailleurs », dit un soir Myriam à Lucas, alors que la tempête reprenait au-delà du vitrage. Si le berceau de l'humanité n'est pas un point, mais un flux, alors ce flux est en nous. Ce que les mythes nommaient Atlantide n'était peut-être qu'un continent intérieur, dont les gènes gardent la topographie. Cette nuit-là, Lucas sortit marcher. Le silence de la nuit enveloppe la vallée. Les ombres des arbres se fondent en une brume épaisse et argentée, tachée par la lumière tremblante des étoiles. De loin, on aperçoit la silhouette émoussée d'un ancien temple dont la pierre se délite, creusé par des siècles d'intempéries et de silence. Ici, le vent raconte d'autres histoires que celles inscrites dans les livres. Au fond de la nef effondrée, des pas discrets résonnent, glissant sur les dalles fêlées recouvertes de mousse.
Dans cette obscurité, le moindre bruit revêt une importance démesurée. Craquement du bois humide, écho d'un souffle précautionneux, frôlement d'une main contre le mur. Au cœur du sanctuaire, un petit cercle de personnes masquées attend, plongées dans la pénombre et dérobées au regard du monde. Autour d'eux, les colonnes brisées sont tatouées de symboles usés où se devine encore la spirale et l'œil, l'onde et la clé, vestiges d'une écriture dont le sens s'est depuis longtemps échappé aux profanes. Des fragments d'inscriptions millénaires persistent, gravés dans la pierre par une main sûre, résistant à la morsure du temps. Elles chuchotent l'accès à des connaissances que le peuple n'est plus censé posséder. Sous un voile sombre, une voix chuchote quelques mots en une langue oubliée. Les autres écoutent, dans une tension palpable née du danger de la transmission. Pourtant, derrière la prudence, il y a le goût du vertige, celui d'être dépositaire d'un secret assez puissant pour ébranler les fondations même des royaumes et des dogmes. Car autrefois, ce savoir circulait librement, allant d'homme à homme, de mère à enfant, de conteur à rêveur. À l'aube des civilisations, il n'était ni enfermé dans des coffres, ni protégé par des codes occultes. L'éclat de l'héritage atlante brillait sur les places publiques, dans les salles de méditation, parmi les esprits animés par la découverte et la transmission. On chantait l'origine du monde, on débattait de l'ordre caché des étoiles, on traçait sur la terre les chemins invisibles reliant le souffle de l'homme à la cadence de l'univers. La sagesse coulait comme l'eau pure des rivières, puisant sa force dans la soif inextinguible de l'esprit humain. Mais le pouvoir est une ombre tenace, et il s'est tapissé dans les cœurs et les ambitions. Il a effrayé ceux qui pourraient perdre ce qu'ils possédaient si tous savaient la vérité. Sous l'impulsion de quelques-uns, la connaissance s'est lentement recroquevillée, rangée dans les recoins sombres des temples. Les bâtisseurs, autrefois guides respectés, ont vu arriver des hommes de pouvoir, venus négocier des serments contre des silences, échangeant la lumière contre la sécurité. L'arche s'est fermée. Les livres se sont tus, gardés jalousement dans des salles d'archives, destinées à la poussière et à l'oubli autant qu'à l'étude. La lumière d'une lampe vacille sur le parchemin que l'un des initiés déroule avec soin. Chaque symbole, chaque courbe tracée à l'encre brune recèle le secret du monde ancien. Les autres se penchent, attentifs. Entre leurs doigts tremble la légende du déluge, l'évocation d'îles submergées, de cités enfouies, d'expéditions audacieuses parties en quête d'un savoir perdu. Ils lisent les récits de femmes astres, de rois poètes, de guides aveugles qui voyaient plus loin que tous leurs contemporains. Des mots simples mais brûlants, ils disent que le possible danse à la lisière du réel, offert à qui saura regarder sans peur ni avidité. L'écho des voix des anciens n'a jamais totalement disparu. Aussitôt qu'on essaie de l'étouffer, il trouve refuge ailleurs, dans une fresque qu'on admire sans comprendre, dans un chant populaire, dans l'instinct de se tourner vers les étoiles. Les premiers responsables du voilage de cette lumière ne sont pas oubliés non plus. Micron par micron, leur histoire s'est scellée dans la dalle même des premières églises et synagogues, dans le plan invisible des temples païens et des sanctuaires plus secrets encore. Certaines pierres sont plus bavardes que d'autres. On dit que dans les cryptes les mieux gardées, la vibration d'un certain nom, d'un motif spiralé, fait frissonner l'air, porteur d'un avertissement ou d'une promesse. Au fil des siècles, le feu a tenté d'achever l'œuvre de l'oubli. Sur la place d'Alexandrie, des hommes jetèrent des volumes entiers dans des brasiers qui empestaient la cendre et le cuir brûlé. Entre les murs d'Antioche, des tablettes furent plongées dans le fleuve. À Bagdad, la couleur du tigre aurait viré à l'encre, tant les livres furent dilués dans ses courants. Dans les monastères, les scribes parfois, dans un geste de résistance muette, recopiaient des fragments énigmatiques au dos des feuillets de psautier. Les chœurs y lisent encore aujourd'hui, aux marges des textes saints, des appels voilés à la mémoire. Mais le plus souvent, le savoir s'est replié sous la surface, protégé par des codes, des énigmes, gravés dans la chair même des légendes. L'Atlantide s'est muée en mythe, diffractée dans 1000 récits, le Jardin d'Éden, l'île d'Avalon, la Cité d'Or. On a prêté aux héros anciens des exploits,
qui couvrait à demi-mot le souvenir de la civilisation mère. Des rituels apparemment insensés, de longues vigiles de silence, des processions, des jeux d'ombre avec la lumière de la lune, cachaient en réalité l'apprentissage de lois naturelles capables de transformer un peuple ou de guérir un cœur. Ou que les religions dressent un autel, là se glissent, derrière la pierre d'angle, des traces de cette mémoire. Les bâtisseurs de cathédrales, qui gravaient sur les chapiteaux les symboles de l'eau, du feu, du souffle, cueillaient dans la tradition la trame de leur article. Les plans des sanctuaires orientaient l'esprit autant que le corps vers l'ultime secret, la coïncidence de tous les commencements. Les fresques, les vitraux, n'étaient que la façade chatoyante d'un codex plus ancien. On y reconnaissait, pour qui voulait bien voir, la danse atlante de la création, le feu secret qui anime la matière, le pacte silencieux passé entre l'homme et les forces cosmiques. De grandes sociétés initiatiques émergèrent, structurées en cercles concentriques, où la parole se transmettait par degrés. On exigeait de longues périodes de silence et d'observation avant de soupçonner la moindre vérité. Parfois, le novice n'apprenait rien d'autre qu'à marcher dans le noir, à reconnaître la nature du silence, à comprendre que la porte qui s'ouvre est celle qu'on ne force pas. Beaucoup partaient, rebutés par la lenteur de l'éveil. Seuls quelques-uns creusaient sans relâche, guidés par le souffle ténu des anciens. On disait d'eux qu'ils étaient capables de lire l'histoire du monde dans une goutte de rosée, ou de reconnaître un frère par la façon dont il dessinait un cercle dans le sable. Et la conspiration se perpétua, tissée par nécessité, par prudence, parfois par peur ou par amour du pouvoir. Certains cherchaient à préserver le feu pour plus tard, redoutant les conséquences de son dévoilement en des temps inopportuns. D'autres, plus sombres, s'attachèrent à ce privilège comme à une liqueur enivrante. Pour eux, le savoir était un royaume dont ils étaient les seuls souverains. Au fil des générations, la frontière entre préservation et dissimulation se brouilla. Les temples devinrent des forteresses fermées, où l'initié se perdait dans des couloirs sans fin, passant d'épreuve en épreuve sans jamais atteindre le centre. Dans les bibliothèques, les manuscrits codés demandèrent davantage que de la persévérance. Il fallait une intuition vive, une aptitude à voir entre les lignes, à reconnaître le clin d'œil d'un ancien derrière une parabole, un mythe, une énigme posée comme un caillou sur le bord du chemin. L'écho vibrant de l'Atlantide, pourtant, refusait de s'éteindre. Parfois, un enfant né loin des cités apprenait, sans guide, à deviner la trajectoire invisible des oiseaux ou à entendre la mémoire de la montagne murmurée par le vent. Parfois, un poète, égaré dans la foule, se rappelait du temps d'avant sans savoir pourquoi. L'histoire du monde semblait avancer sur deux chemins mêlés, le visible, gouverné par les lois, les rois, les guerres et l'invisible, celui qui relie chaque âme aux racines du passé et au chant de l'origine. Un homme de science, dans un laboratoire fumant du XIIe siècle, pouvait retrouver par hasard une correspondance entre l'eau et le soleil expliquée déjà dans les songes d'un Atlante. Un mystique, en méditation profonde, pouvait accéder à un souvenir qu'on croyait effacé de toute mémoire vivante. Au cours de ses rêves, le peuple, lui aussi, recueillait des éclats, si brefs, si volatiles qu'on les croyait irréels. Pourtant, ils irriguaient la terre discrètement, comme une graine oubliée émerge sans avertir de l'asphalte. La quête du savoir, inlassable, habite chaque époque. Sous la cendre d'Alexandrie, certains osèrent récupérer des fragments de texte et les faire voyager, cachés dans des sacs de graines ou cousus aux doublures d'un manteau. Au cœur des montagnes du Tibet, des symboles étrangement similaires à ceux de l'Atlantide ont fleuri dans les manuscrits des moines, portés de forteresse en forteresse, recopiés dans une transe disciplinée. Même au sein de tribus isolées, des traditions orales racontent, sous forme de contes animaliers ou de devinettes, la venue d'êtres venus d'un autre continent, porteurs de lumière et de paroles créatrices. Chacun, à sa façon, contribua à cette chaîne invisible. Quelques-uns, pris d'une inquiétude soudaine, se retirèrent dans le silence pour sauvegarder une formule, une mélodie, une légende. D'autres payèrent de leur vie le prix de leur fidélité à la vérité. Au bûcher,
Aux confessions, dans les geôles et les retraites, la majorité finit par céder, murmurant leurs secrets à la mort. Dans la fraîcheur discrète du petit matin, la brume oscillait paresseusement au-dessus du site archéologique. Les premiers rayons du soleil glissaient sur les ruines ancestrales, éveillant leurs contours de longs reflets dorés et découpant des ombres brèves le long des blocs cyclopéens. Louise tenait serré son carnet contre la poitrine, notant chaque sensation, chaque soupir du sol que ses bottes rencontraient. Elle savait que ce terrain découvrait depuis peu ses secrets, mais les vérités dont elle avait la charge semblaient dépasser ce que la science pouvait pleinement appréhender. Tout commença le jour où le professeur Hassan apporta à l'équipe un étrange outillage. Aucun d'eux n'avait encore vu pareille chose. Il s'agissait d'un capteur complexe, à mi-chemin entre le sismographe et le récepteur acoustique, équipé de longues antennes courbées comme des cannes frêles, et d'une console affichant des graphiques lumineux oscillant à chaque secousse. Sous le regard curieux de la petite équipe, Hassan posa un doigt sur sa lèvre pour réclamer le silence. Il alluma le dispositif, orienta les antennes sur plusieurs directions et laissa la machine écouter. Immédiatement, une basse et douce vibration résonna à travers les écouteurs. Elle prit naissance à l'intérieur même des pierres, comme un souffle contenu, profond et mystérieux, et fit vibrer l'air autour d'eux. Louise sentit la note trembler au creux de sa cage thoracique, résonner jusque dans ses os, de sorte qu'elle ne savait plus si elle entendait vraiment ou si elle en devinait la présence bien plus loin que l'oreille ne pouvait écouter. Les autres se regardaient, incrédules et soudain tenus en silence. La fréquence se dessinait claire sur le tableau de la console, 0,83 Hz. Une pulsation lente, régulière, dont la courbe ressemblait à la houle de l'océan lors des grandes marées. Hassan, presque ému, leur raconta alors ce qu'il avait pressenti en préparant cette expérience. Sur chaque site mégalithique majeur, expliqua-t-il à voix basse, Stonehenge, les pyramides, Baalbek, même ici, j'ai relevé la même fréquence, partout. La brise du matin parcourait les épaules et s'entortillait aux hanches de Louise, tandis que la révélation se distillait. Ce son, à peine perceptible, ce battement sourd, était présent dans chaque pierre, comme le vestige d'un cœur immense et oublié. Ils recommencèrent maintes fois l'expérience au fil des semaines, sur des dalles dressées, des linteaux couchés, dans des chambres funéraires et au pied de dolmens. À chaque fois, la même fréquence, nuancée par l'épaisseur, l'âge, la météo, mais toujours reconnaissable. Les scientifiques du groupe, d'abord dubitatifs, se plongèrent dans la littérature, cherchant quel phénomène physique pouvait expliquer cette constance. La résonance des minéraux, le vent, le sous-sol, toutes les tentatives d'explication échouaient à révéler autre chose que leur ignorance propre. Ce fut l'intervention de Manuela, spécialiste en bioacoustique, qui ouvrit la première brèche. Un soir, alors que la lumière s'attardait sur les vestiges, elle invita Louise à écouter des enregistrements cardiaques projetés sur son ordinateur portable. La pulsation d'un cœur humain sain, prise sur un adulte paisible, se produisait à une fréquence quasi identique, 0,83 Hz. En superposant les deux tracés, celle de la pierre et celle du battement cardiaque, les courbes glissaient l'une sur l'autre comme deux mains se cherchant. Le lendemain, ils enregistrèrent la fréquence des vagues sur une plage, puis le rythme sous-marin de l'Atlantique, capté au large par une bouée sonar. À chaque fois, l'océan chantait la même note, vibrante, lente et cyclique, comme une signature universelle. Il y avait, dans cette similitude, une coïncidence trop parfaite. Les pierres, le cœur, la mer. Chaque élément paraissait répondre à un langage caché, une langue de la nature que les anciens auraient su écrire dans la matière. Un soir de pleine lune, Louise resta seule dans la crypte souterraine. Les autres, fatigués, étaient partis boire ou dormir. Elle voulait sentir, dans le silence, si la vibration pourrait la traverser quand elle serait seule, loin de tout. Assise sur une marche polie par 1000 ans de passage, elle ferma les yeux. Sa main se posa à plat sur la pierre froide tandis qu'elle ralentissait sa respiration,
cherchant à rejoindre ce rythme enfoui. Peu à peu, la pulsation devint plus claire, présente non plus seulement dans l'oreille ou la console, mais dans le creux de sa main et jusque dans ses paupières. C'était comme si, juste à cet instant, le rocher lui soufflait un secret. Louise eut la certitude fugace que cette signature ne venait ni du hasard ni de la simple nature physique du lieu, mais qu'elle était, au contraire, le fruit d'un dessein très ancien, une volonté humaine d'entrer en dialogue avec la matière. Par la suite, ils poussèrent leurs investigations. Hassan chercha le même rythme dans les chants religieux d'anciens rituels, pensant qu'on pouvait retrouver cette fréquence mystérieuse là où les peuples s'adressaient à leurs dieux. Sagement, il passa des nuits à la bibliothèque à écouter, analyser, scruter des documents anciens. Bientôt, il identifia le motif dans les litanies grégoriennes, les mantras tibétains, jusque dans certaines prières soufis. C'était la basse continue, le tambour discret tissé sous le texte ou le chant. Par coïncidence, une jeune chercheuse du groupe, Léo, s'enthousiasma pour la possibilité que la fréquence soit une clé vibratoire, un mot de passe universel permettant à ceux qui la connaissaient de s'harmoniser avec les énergies de la Terre. Elle émit l'hypothèse, un midi, que les Atlantes, ou du moins les bâtisseurs de ces monuments, avaient gravé dans la pierre le souvenir de ce rythme fondamental comme un code génétique. Leur savoir, transmis à travers la résonance, persisterait là où la matière pouvait s'accorder à la pulsation de l'univers. À force de comparer, de mesurer, de croiser des données, l'équipe se retrouva inévitablement confrontée à d'autres mystères. Comment la vibration pouvait-elle voyager à travers les époques, survivre à tant de bouleversements et rester aussi précise? Était-elle vraiment l'œuvre des humains, ou bien un hasard de la nature dont ils auraient simplement révélé la présence? Chacun avait sa réponse, ou plutôt sa foi secrète. Mais tous, silencieusement, se sentaient transformés par la découverte. Une nuit, alors que le site était désert, Hassan invita Louise à le rejoindre près du mégalithe central. La lune jetait sur la pierre une lumière laiteuse, presque liquide. Il avait apporté un petit haut-parleur et lança sur la vibration du site le battement cardiaque humain, enregistré le jour même. La superposition des sons créa un phénomène d'interférence, comme deux mers qui se rencontrent. Les ondes se mirent à osciller, créant des motifs invisibles à l'oreille, mais perceptibles dans la qualité même de l'air. Louise sentit tout son être s'emparer de ce double pouls, comme s'il était possible, juste un instant, de n'être plus qu'une vibration en harmonie parfaite avec la Terre. Ils restèrent là, longtemps, sans parler, chacun absorbé par la minutie de l'instant. Plus tard, Hassan brisa le silence. Si les anciens savaient cela, alors ils étaient bien plus proches de la Terre et de nous que nous n'imaginons. Cette nuit-là, Louise rêva d'une ville enfouie sous la mer, de tours de cristal vibrant en accord avec la houle, d'étoiles qui palpitaient au même rythme que les cœurs humains. Elle se réveilla avec la sensation que le monde était relié par des fils invisibles tissés dans chaque atome, chaque onde sonore, chaque soupir du vent sur la pierre. Le lendemain, ils décidèrent d'approfondir l'exploration des chambres souterraines. Des échos, très anciens, semblaient se cacher dans les plus petits recoins, là où la lumière touchait à peine la surface. Ils firent descendre dans les puits des microphones ultrasensibles et enregistrèrent de longs silences peuplés de basses fréquences, presque inaudibles. Puis ils comparèrent ces sons à ceux prélevés sur d'autres sites réputés pour leurs champs de pierre. À chaque fois, le motif revenait, comme la signature d'un compositeur anonyme. Léo, téméraire, proposa de mener une expérience sur elle-même. Elle se plaça au centre exact d'un cercle de pierres dressées, sous la voûte du ciel. L'équipe diffusa sur le site une sinusoïde parfaitement calée sur la fameuse fréquence. Au bout de quelques secondes, Léo ferma les yeux, se mit à respirer lentement, et un sourire énigmatique effleura ses lèvres. À sa demande, ils stoppèrent brusquement le son. Elle affirma que la vibration, une fois ressentie, persistait pendant de longues minutes dans tout son corps. C'est comme si quelque chose en moi répondait à la pierre,
ou que la pierre répondait à moi, murmura-t-elle. Emportés par l'enthousiasme, ils retrouvèrent dans de vieux manuscrits la mention de la pierre qui chante ou de la voix du sol. Certains récits antiques faisaient état de pierres guérisseuses ou de monuments capables de réconcilier les passions, d'apaiser les douleurs, d'atténuer la folie. Cette résurgence de mythes laissait planer une question vertigineuse. Et si la vibration, loin d'être un simple phénomène physique, était aussi un langage émotionnel, une clé d'accès à une mémoire profonde cachée dans la matière? Au fil des jours, les pierres devinrent, aux yeux de tous, autre chose que de simples vestiges. Elles semblaient vivantes, traversées d'une énergie consciente, capable d'accueillir, d'emmagasiner puis de restituer la mémoire des expériences humaines et de la vie terrestre. Louise pensait souvent qu'elles étaient comme les pages d'un livre dont l'écriture se lisait dans le silence et la patience. Seule une attention extrême, une lenteur bienvenue, permettait de déchiffrer ce texte sans mots. Bientôt, d'autres équipes, alertées par leur découverte, vinrent écouter le chant des pierres. Les uns voulaient le mesurer, d'autres l'interpréter, d'autres encore parlaient de magnétisme naturel ou d'ondes telluriques. Rien ne sembla épuiser le mystère. Même les techniques les plus avancées, les logiciels d'analyse et les modèles mathématiques ne parvenaient à tout saisir. La question n'était peut-être pas seulement de comprendre la vibration, mais de s'accorder à elle. Un silence étonnant régnait sur les vieilles terres à la frontière des continents. L'air vibrait d'un souffle étrange, plus doux qu'à l'aube, plus grave qu'au crépuscule. Comme si la terre elle-même retenait sa respiration, observant la danse invisible des forces qui s'opéraient bien au-dessus de la perception humaine. Aux confins du nord, là où se mêlent la glace et le vent, un cri muet fut entendu par ceux qui veillaient encore. Un frisson parcourut l'écorce du monde, s'insinuant jusque dans les soubassements profonds, là où on garde, depuis la nuit des temps, les secrets que personne ne doit réveiller. Ce fut d'abord imperceptible, une légère déviation dans l'aiguille des boussoles, une tension brutale dans le champ magnétique. Puis, dans une salle voûtée de lumière, sous les ruines d'une capitale oubliée, cette silhouette, et bientôt 8, 9 commencèrent d'affluer. Leurs visages, venus de contrées différentes, semblaient s'être 1000 fois reflétés dans d'autres temps, d'autres mémoires. Entre eux, un accord silencieux. Ils venaient non pour commander, mais pour rappeler. Dans la main de chacun, une marque minuscule, incisée dans la chair depuis la naissance, le serpent entrelacé au disque solaire. Cela en eux était la promesse d'un héritage si ancien qu'aucun mot humain ne pouvait le nommer tout à fait. Ils avaient vécu dispersés, savants ou nomades, solitaires ou chefs de communautés secrètes, jusqu'à la nuit venue où les pôles s'étaient mis à chanceler. Sous leurs pieds, l'ancien monde oscillait comme une nef surprise par la tempête. L'aube ne serait plus jamais celle d'hier. À la lumière d'un brasero, la plus âgée d'entre eux, Isette, déroula un parchemin couvert de glyphes d'or ternis. Sa voix était rauque mais vibrante, héritage d'un peuple qui avait connu tant de silence qu'il avait appris à écouter l'invisible. Elle lut en silence puis leva la tête, croisant le regard de chacun. Chacun sentit alors, dans une soudaine fulgurance, la rumeur lointaine d'un océan englouti, le fracas d'une ère que l'histoire avait reniée. Mais aucun ne détourna les yeux. Ce qu'il devait porter n'était pas une charge, mais une rémission, précipiter le réveil du souvenir. Dans les villes et les villages, certains veilleurs le sentirent aussi. Des enfants pleuraient sans raison, invoquant des noms anciens dans leur sommeil. Les rêves, ce soir-là, prirent la forme de vastes palais submergés, aux coupoles perlées et aux escaliers de corail. D'anciennes chansons, longtemps oubliées, franchirent de nouvelles lèvres, telles des prières venues d'ailleurs. L'humain, dans son inconscience, captait le ressac d'un passé qu'on lui avait appris à considérer comme fabuleux, Atlantide. Dans la salle voûtée, on posa le parchemin d'éveil à la croisée de 9 pierres. Lysandre, qui connaissait la science des circuits cachés, traça sur les dalles des symboles, alignant, en gestes précis, chaque étoile à la mémoire de la cité disparue.
Il prononça les paroles que la légende transmettait de bouche à oreille, à mi-voix, comme pour ne pas réveiller ceux qui sommeillent trop brutalement. Le sol frémit alors, exhalant une chaleur si douce et si pesante qu'aucun ne retira sa main du cercle. À l'instant crucial, chacun tendit la paume au-dessus du centre lumineux. Les empreintes s'illuminèrent, diffusant une clarté dorée, plus profonde et plus pleine que la lumière du feu. Il n'y eut ni tonnerre ni flamme apparente, seulement la certitude partagée d'un passage. Entre les murailles, la poussière s'éleva, dessinant dans l'air l'épure d'un symbole triple, l'arbre, la mer et l'étoile au sommet. C'étaient là les 3 axes d'Atlantide, mémoire matricielle de toute origine. Lysandre murmura alors, laissant le flux s'emparer de son souffle, « Le temps n'est pas une ligne, mais une spirale. À chaque cycle, nous venons et nous rappelons. » Hors de la salle, dans les grandes capitales, l'inversion des pôles accélérait le tumulte. Les médias, les savants, s'entrechoquaient dans la confusion des théories, incapables d'entendre les échos de la prophétie inscrite dans la chair des neufs. Les instruments modernes clignotaient, battaient la mesure d'un monde vacillant. Mais que pouvait une technologie sans mémoire face au retour d'une ancienne réalité? Les héritiers, eux, avançaient, protégés d'une conscience partagée. Ils savaient que l'apparition du souvenir serait douce d'abord, puis irrésistible. Images, sensations, odeurs de sel et de jasmin, fulgurance d'un ciel violet sur des eaux sans rivage. La mémoire collective s'ouvrirait comme une cicatrice invisible. Ce serait lent, progressif, une pluie chuchotée sur toute l'espèce, émouvant d'abord ceux qui, par poésie ou désespoir, gardent encore le goût de l'émerveillement. Nadie, la plus jeune, tenait son seau contre son cœur. Son regard traversait les murs, dévalait les rivières, embrassait les dormeurs de la terre. Elle ressentait chaque appel, chaque vacillement. Son pas la menait vers la mer. Les flots lui chantaient la mélodie matricielle, celle que personne n'avait couchée sur papier, qu'on écoutait simplement en fermant les yeux sous le vent. Arrivée sur la grève, elle empoigna le sable entre ses doigts. Chaque grain vibrait d'un écho ancien. Elle comprit alors que le mythe n'existe que pour les absents de leur mémoire. Au loin, les aurores boréales déployaient des voiles de lumière, comme des drapeaux en l'honneur d'un monde qui sort de l'ombre. Les marées entamèrent une oscillation étrange, tandis que dans l'eau s'entrechoquaient, pour de brefs instants, des reflets de cités englouties. Certains pêcheurs, témoins de ce spectacle inespéré, regagnèrent le rivage transformé, troublés par la lueur nouvelle de leurs propres yeux. Dans les campagnes, d'anciens conteurs retrouvèrent, sans l'avoir cherché, le fil des sagas muettes. De vieilles femmes, mains noueuses sous la lampe, se mirent à tisser en gestes nouveaux des motifs oubliés, comme guidées par une volonté dont elles ignoraient tout. Les enfants écoutaient, bouche ouverte, sachant sans le vouloir que la nuit portait un secret à leur mesure. Les neufs, dispersés dans le monde, accomplissaient les gestes simples du rappel. Certaines nuits, ils méditaient en cercle, unis par le trait de lumière invisible qui relie ceux qui partagent le même feu. D'autres fois, ils prenaient la parole dans des assemblées, non pour convertir, mais pour disséminer l'essence du souvenir. Parler à l'eau, à la pierre, à la forêt et à ceux qui écoutent encore. Il ne s'agissait plus d'imposer, mais de faire vibrer la corde secrète partagée par tous. Lysandre voyagea jusqu'aux montagnes du sud. Là où les rêves prennent la forme de flammes, il s'assit auprès des anciens et, en silence, ils burent ensemble l'eau du puits, mémoire solide de tant de siècles accumulés. À l'ouest, Isette offrit à un enfant la mélodie du premier chant, une litanie sans mots qui allume la nostalgie du grand océan. Chacun portait le seau, mais chaque seau vibrait différemment. C'est dans leur réunion que le monde retrouvait son équilibre. Ce qui suivit alors toucha tous les cœurs ouverts. Dans le sommeil, des hommes et des femmes se virent soudain marcher sur des routes de nacre, courir au milieu des jardins suspendus, saluer d'autres voyageurs dont les visages leur étaient étrangement familiers. Les murs des peurs anciennes s'effondraient doucement. Ce qui avait été perdu n'était qu'enfoui. Les tambours de guerre, les frontières, tout ce qui sépare,
se dissolvaient dans le grand souvenir. Chaque rêveur goûtait, l'espace d'une nuit, le secret d'une origine commune. Le matin, il n'y eut ni miracle, ni bouleversement visible. Mais une humeur étrange, plus légère, passait d'un cœur à l'autre. Des étrangers se souriaient, se reconnaissaient sans raison, comme si le temps lui-même s'était relâché dans sa course. Les rumeurs sur la vérité d'Atlantide, dont on avait si souvent fait des récits moqueurs, circulèrent avec une gravité nouvelle. Plus personne ne riait vraiment lorsqu'un enfant murmurait, au sortir du sommeil, « J'étais là, moi aussi ». Le monde, lentement, en silence, s'accordait à la mélodie retrouvée. Il n'y eut ni messianisme, ni folie passagère, ni retour violent. Les 9 veillaient, gardiens mais aussi compagnons de route. Ils se mêlaient au peuple, écoutaient, rassuraient, soufflaient la douceur du souvenir là où la peur aurait pu tout emporter. Car la prophétie ne voulait ni chaos, ni domination, mais simple reconnaissance. Le temps était venu de ne plus fuir son propre passé. Sous les arbres, Nadie marchait, accompagnée de l'aube dorée. Elle percevait dans le mouvement du vent et la vibration de la terre une réponse éperdue. Tout autour d'elle, la nature se souvenait aussi. Les corbeaux piaillaient autrement, les ruisseaux chantaient un air plus ancien, les racines palpitaient, portant le message dans les profondeurs jusque dans les nervures de chaque feuille. Elle savait que là où l'homme retrouvait Atlantide, le vivant entier y retrouvait son origine. Parfois, devant des foules incrédules, certains héritiers traçaient des signes sur le sol, évoquant de vieilles cartes ou des formules impossibles à traduire dans les langues modernes. Les plus sensibles ressentaient alors la migration d'un souvenir, tel un frisson ou un rêve au réveil. Le mythe, devenu vérité, habitait le silence. Il n'était plus besoin de convaincre ceux qui savaient écouter. Au fil des semaines, l'agitation due à l'inversion des pôles laissa place à une sorte de paix. Partout, on éprouvait une soif nouvelle d'écoute, de lenteur, comme si le mouvement du monde avait ralenti le temps de la reconnexion. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.